Chères Saint-Vrénoises, chers Saint-Vrénois, bonjour. Je m'appelle William et j'ai passé toute ma vie à Saint-Vrain. J'ai grandi à Saint-Vrain, je suis allé dans cette école, j'ai vécu dans cette maison et dans un demi-siècle, j'aurai ma place là-bas. Si vous avez déjà entendu une phrase du style « À l'échelle du temps, la vie est aussi courte qu'un battement de cils », Finalement, ma vie n'aura été qu'un glissement de terrain de 50 mètres. Et dans ma vie, il m'aura été donné de faire des trucs cool, comme par exemple manger des pizzas, faire du foot ou boire un verre. C'est pas la définition d'un bouffe tout ça? mais aussi de découvrir comment mon village était avant en allant à des expositions organisées par l'association Saint-Vrain et son histoire ou en tapant sur internet Saint-Vrain avant. Ici par exemple, c'est la place de l'église, il n'y a ni goudron, ni voiture, peut-être même pas encore l'électricité, et fun fact, les filles n'ont pas encore le droit de porter de pantalon. Et des photos comme ça, on en trouve un paquet. Mais alors, jusqu'à quand pouvons-nous remonter comme ça? À quoi ressemblait Saint-Vrain il y a 100, 200, 500 ou 1000 ans? Et plus encore, de quand date Saint-Vrain? Ça fait beaucoup de questions quand même. Et bien pour le savoir, je vous propose de remonter le temps avec moi, grâce à ceci. Mais d'abord, nous devons faire le plein. Te voilà. Oh. 10 km/h. 20 km/h. 30 km/h, vitesse limitée dans Saint-Vrain. Écoutez, chacun son époque, donc chacun sa référence, ok? Oh mon Dieu, un stop, c'est notre dernière chance. Nous nous trouvons dans la préhistoire, et plus précisément au néolithique. La région est encore une vaste forêt primaire et sauvage. Les premiers hommes se sédentarisent, marquant ainsi les premières traces d'occupation humaine dans la région, avec une forte concentration dans la vallée de l'Essonne, et plus précisément à Vigneux-sur-Seine, Brunoy, Beaune, Milly-la-Forêt, Buneau-Bonnevaux et Boigneville, comme l'atteste la présence de menhirs et de polissoirs. On trouve aussi des petites grottes, des hypogées, une sorte de construction souterraine sous des rochers, et un dolmen à Janville. On peut noter plusieurs implantations éparses dans les environs. Et on peut aisément supposer que les premiers hommes préhistoriques aient traversé la future ville de Saint-Vrain. Au temps des Gaulois, la région reste relativement peu habitée et très boisée. Là, vous ne reconnaissez pas? C'est la rue Saint-Caprais. Petite parenthèse, le mot gaulois ne veut rien dire. Ça vient du latin gallus qui veut dire coq. C'est une appellation romaine qui regroupe une multitude de tribus, sur un territoire que les Romains appellent la Gaule. Et ce qui différencie les Gaulois des autres Celtes, brittoniques et germaniques entre autres, c'est qu'ils commercent avec les Romains et qu'ils sont plus romanisés, c'est tout. Quant au territoire de l'Île-de-France, il est occupé par 3 tribus. À l'ouest, les Carnutes, originaires de la région de Chartres, dont la capitale était Orléans. Au nord, les Parisis, qui ont donné leur nom à Paris. À l'est, les Senons, venant de la région de Sens. La Juine servait d'ailleurs de frontière naturelle entre les Parisis et les Senons. En mai -52, le lieutenant César stationne avec son armée romaine à Sens, chez les Senons qu'il vient de battre. Il attaque les Parisis, principalement dans la ville de Lutèce. La ville est conquise après une farouche résistance des Parisis. Et alors que la région était très peu peuplée par les Gaulois, les Romains vont coloniser les terres en y traçant des chemins le long des fleuves et des rivières pour y commercer plus facilement les ressources produites.
C'est d'ailleurs en récurant la Juine qu'on a trouvé cette statue en bronze datée du 1er siècle. Le dieu de Bourret serait en réalité Cernunnos, le dieu gaulois du renouveau et des cycles naturels, témoignant ainsi d'une activité gauloise autour de la rivière dès le 1er siècle. Avec l'arrivée des Romains, de nouveaux chemins ruraux sont balisés tous les 20 actus, soit tous les 705 mètres. Encore aujourd'hui, on trouve des routes romaines séparées d'environ 700 mètres. Il s'agit des vestiges des tracés romains. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que l'orientation générale de nos parcelles ainsi que de nos chemins est conservée l'orientation établie par les Romains. Et en ce qui concerne les grandes fermes, les Romains les appellent des villae. Dans notre région, on retrouve 9 villages et un grand nombre de villae. Selon cette carte, la plus proche de Saint-Vrain se situe à Lardy. Pourtant, lors de la construction de la maison de retraite de la Boissière en 1903, le chemin vicinal numéro 2 a été modifié. Et les restes d'une petite villa romaine ont été retrouvés. Comme beaucoup de villae, elle devait contenir une ferme et quelques terrains cultivés. La villa se trouvait dans une grande forêt appelée Bretalum, qui deviendra Brato par la suite. D'ailleurs, d'autres traces gallo-romaines ont été retrouvées de l'autre côté de la Juine, à Bourret. Et il est très plausible que d'antiques hameaux aient vu le jour dans les environs, entre la départementale 449 et Brato. D'autant plus que du côté de Bourret, d'autres découvertes datant de la même époque ont eu lieu. On y a retrouvé des haches, des armes, des monnaies gauloises et des bijoux. À l'époque, la forêt de Bretalum devait s'étendre jusqu'au Petit Saint-Vrain, voire au-delà. On a déduit que la petite villa romaine aurait brûlé à la fin du IIIe siècle, alors même que débutent les premières invasions barbares dans la région. J'insiste sur le mot « petite », car on n'a pas retrouvé de traces d'un énorme édifice. En revanche, l'habitation devait quand même être suffisamment importante pour que les occupants puissent y détenir de l'or. On ne connaît pas les causes exactes de l'incendie. Était-il d'origine naturelle ou volontaire? C'est quand même étrange que rien n'ait été reconstruit sur les ruines. Cela peut témoigner d'un système économique en déclin. Quoi qu'il en soit, cet incendie a eu lieu dans les mêmes périodes que les premières incursions germaniques. En effet, les Goths sont les premiers à franchir le Danube en 376, et les frontières du Rhin cèdent à partir de 406. Entre 407 et 409, les Vandales font une percée dans les troupes romaines et migrent vers la péninsule ibérique, traversant la Gaule et pillant tous les villages sur leur passage. Face aux menaces extérieures, les Francs, qui s'étaient déjà imposés sur le territoire, forment une coalition avec les Romains, appelée coalition romano-barbare, pour repousser les Huns à Châlons-en-Champagne en 451. C'est la bataille des champs cataloniques. La Gaule n'en est pas moins secouée, et des mouvements de population ont eu lieu, y compris sur la rivière de l'Essonne, qui est traversée par de nombreux habitants, pour fuir. Et bien que peu de barbares finissent par s'installer dans la région parisienne, qui leur résiste plus longtemps, ces événements successifs marquent le début d'une longue période de décadence, marquée par des épidémies, des famines, des crises économiques, des raids et des pillages. La forêt de Bretalum ne fait pas exception à ces troubles. En 476, les Francs finissent par prendre le contrôle de Lutèce, et lorsqu'ils développent leur nouveau royaume, la Juine sert de délimitation entre le royaume de Soissons et le royaume d'Orléans en 581. L'arrivée des Francs et la disparition du système politique romain ont ouvert la voie aux invasions de divers peuples. Alors, c'est pas tout à fait des invasions, mais plutôt des migrations. Le terme invasion, ça a été inventé au 19e siècle pour créer une unité nationale et trouver des racines à l'histoire de France face aux envahisseurs. Mais vous êtes qui, vous? Je suis le reflet de ton inconscient, en fait. Parce que t'as oublié de prendre tes petits cachets avec toi, ils sont restés au 21e siècle. Ah bon? Si ce n'est que ça, alors. Le développement du pays a été fragilisé par la deuxième vague d'invasion, celle des Normands, des Sarrasins et des Hongrois. En Essonne, ce sont principalement les Normands qui ont semé la terreur, pillant et incendiant tout sur leur passage. Cette situation s'explique par une organisation moindre, facilitant ainsi les incursions et les pillages. La population du pays, avec ses frontières françaises modernes, était estimée à 12,2 millions d'habitants, à la fin de l'Empire romain, en 400. Cependant, elle décroît en 800 pour atteindre 8 millions d'habitants.
Puis la population diminue de manière vertigineuse au cours des 50 années suivantes pour atteindre 5,8 millions d'habitants sous le règne de Charles le Chauve. Cela correspond approximativement à la population de la Gaule au début de la conquête romaine en moins 125. Donc tu es en train de nous dire qu'il y avait autant d'habitants avant les Romains qu'au 9e siècle? Oui. Donc en fait, on vient en quelque sorte de faire une énorme boucle où rien n'a évolué? Oui. Non, parce que tu as parlé des batailles de cette époque, mais tu n'as jamais évoqué Saint-Vrain. C'est vrai. Tout simplement parce qu'on vient de s'en rendre compte maintenant. Entre une forêt primitive très dense, une région très peu peuplée et des pillages récurrents forçant la population à fuir régulièrement, Saint-Vrain n'existait pas. Mais tu n'aurais pas pu le dire plus tôt? On aurait perdu moins de temps. Certes, mais ça aurait été moins marrant. Et surtout, avec une description de la région plus large, on comprend mieux pourquoi Saint-Vrain était peu habité à l'époque. Pire encore, en 910, les Normands assiègent Paris. L'année suivante, après avoir pillé l'Orléanais et le Gâtinais, ils se dirigent vers la Beauce, en empruntant la Seine, puis l'Essonne, puis la Juine. Les Normands entrent dans Étampes, saccagent la ville et capturent un grand nombre d'habitants. Les dégâts sont tels qu'aujourd'hui encore, aucun fragment architectural de cette époque n'a été retrouvé. Pourtant, le port d'Étampes était important puisqu'il était déjà mentionné dans les écrits romains et qu'il apparaissait sur les cartes romaines. Et il faudra un siècle à la ville pour retrouver son importance d'avant. Alors si éventuellement la région n'était pas totalement désertée de ses habitants, il y avait peut-être une petite poignée de bûcherons, de chaumiers, de bergers et de pêcheurs qui produisaient et vendaient leurs ressources localement et qui habitaient dans des maisons telles qu'on en construisait au Haut Moyen-Âge. On mentionne même les ruines d'une chapelle avant le Xe siècle. Cette chapelle était dédiée aux saints martyrs syriens Serge et Bacchus de Rasapha, morts vers 300. La chapelle pourrait avoir été construite après le baptême de Clovis, lorsque le royaume franc commence à se christianiser au VIe siècle et avant les invasions vikings, qui débutent au IXe siècle. Ces invasions auraient peut-être même détruit la chapelle directement ou indirectement par la fuite des habitants. L'emplacement exact de cette chapelle reste méconnu. Nous savons juste qu'elle était dans les bois. Un autre édifice religieux sera construit pas très loin quelques années plus tard. Il est probable que les matériaux utilisés pour construire cette chapelle aient aussi facilité sa destruction, puisque les matériaux d'époque étaient les ressources exploitées directement sur place, à savoir du bois pour la structure, du chaume, une sorte de paillage pour le toit, et du pisé ou du torchis, une sorte de béton naturel en terre, en argile et en fibres végétales séchées qui va venir enrober le maillage en bois. C'est intéressant, mais pourquoi s'il y avait très peu d'habitants, il y avait une chapelle? Mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, il devait y avoir 3 pecnos dans la région, et c'était plus facile de construire en bois, en terre et en paille, plutôt qu'en pierre, comme c'était souvent le cas à l'époque d'ailleurs. Donc on pouvait se permettre de construire ce genre d'édifice, même s'il y avait moins de gens, et surtout cela permettait d'évangéliser la région. Et pour finir, l'édifice ne devait pas être très loin d'une route commerciale romaine, comme le chemin Basile, qui traversait le parc de Saint-Vrain jusqu'au château de Billy, qui n'existait pas à l'époque, et qui permettait de se rendre à la Juine. Excuse-moi, j'ai pas écouté, tu peux répéter ? Il existe tout de même un bâtiment local authentique que nous pouvons dater avec certitude. Il s'agit d'une métairie, une petite ferme où le fermier paye une redevance. Cette ferme est construite vers 613 par Iteux, femme de Pépin l'Ancien, ancêtre de Pépin le Bref, Charles Martel et Charlemagne. La métairie, ou villa de Iteux, donne son nom au lieu, Itae Villa. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de la forêt de Bretalum et de son lieu-dit Scorciacum, de la préhistoire à l'an 1000. Une forêt très boisée, habitée par seulement quelques bergers, chaumiers, bûcherons et pêcheurs, une villa romaine le long de la Juine, du 1er au 3e siècle, un culte gaulois, puis une petite chapelle. Voilà, tout ça juste pour ça. Juste ? Quoi encore ? En 400, tu disais qu'il y avait 12 millions d'habitants. Oui. Et c'est autant qu'en 1200, je crois. Oui. Mais en 1200, il y avait 2 édifices religieux à Saint-Vrain. Chut, pas de spoil, ne commence pas à tout gâcher. Ma question est simplement pourquoi le village est si peu développé alors que plus tard, avec autant d'habitants, il l'est davantage. Effectivement, en 1200, nous parlerons d'une église, mais aussi d'un prieuré. Et si l'on en croit la démographie française selon Wikipédia, il y avait autant d'habitants en 400 qu'en 1200. Or, si en 1200, il y avait un village et 2 édifices religieux, pourquoi n'y avait-il rien en 400 ?
Eh bien parce que l'organisation de la société entre 400 et 1200 est très différente. En 400, l'organisation sociétale reposait sur le système esclavagiste romain. En gros, les habitants se regroupaient dans des villes comme Lutèce et bénéficiaient de ressources extérieures en commerçant avec les fermes des campagnes, les fameuses villae. Les villae étaient composées d'une famille de propriétaires, de plusieurs employés et d'esclaves dans des zones géographiques très concentrées. Donc la densité d'habitants par kilomètre carré était plus faible à l'Antiquité comparée à celle du Moyen-Âge. Elle atteint 40 habitants par kilomètre carré pour la première fois au XIIe siècle. La chute de l'Empire romain, les invasions barbares, les famines et les épidémies qui s'ensuivent entraînent une récession technologique, faisant disparaître notamment des techniques agricoles romaines, obligeant la population à s'installer dans les terres pour cultiver davantage de surface. Ah ouais, quand même, hein. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller tant qu'il ne nous a pas encore vus. On sait par exemple que le rendement de blé à l'hectare durant l'Antiquité était plus important qu'au Haut Moyen-Âge. De là, on voit des propriétaires de terre appelés des seigneurs octroyer des parcelles de terre appelées des fiefs à leurs vassaux. Et les vassaux font appel à des serfs pour travailler la terre. C'est le système féodal. Et c'est ce système qui permet aux campagnes de se peupler et qui fait émerger la plupart des villages encore existants aujourd'hui. Et quand bien même il devait y avoir quelques habitations et les ruines d'une chapelle abandonnée au Xe siècle, les premières traces de ce qu'on appelle Saint-Vrain vont véritablement apparaître au début du XIe siècle, avec la démocratisation des constructions en pierre, dont une encore debout aujourd'hui. C'est une période de paix qui permet un développement économique et démographique, ainsi que des changements majeurs et profonds en perspective. Bienvenue dans le deuxième millénaire.